Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes donc réunis avec deux auteurs et Emmanuelle de la Comté, qui est donc la directrice de la collection Les Passe-Murailles au Cherche Midi. Charlie Roquin qui intervient aujourd'hui avec son deuxième roman Le Roi et Isabelle Stib pour son cinquième, je crois, cinquième roman, euh, A Spell on You. Deux thématiques totalement différentes et en même temps, on pourra le voir tout à l'heure, vous avez beaucoup de points communs, que ce soit dans la narration, que ce soit dans le sujet, dans vos documentations, j'imagine aussi. Mais avant de parler de ces deux romans, on va débuter avec Emmanuel, qui donc dirige cette collection, une collection qui était auparavant chez Robert Laffont, qui passe maintenant au Cherche Midi. Emmanuel, racontez-nous l'histoire tout simplement de cette collection qui a pour vocation des éléments très importants et notamment de franchir les murs, de rencontrer l'ailleurs, peu importe la forme. Absolument. En fait, au départ, chez Robert Laffont, le thème de la collection était un peu plus étroit. Je proposais aux auteurs de nous transporter dans une autre œuvre d'art. Donc, un tableau, un film, un autre livre classique. Isabelle Stib, par exemple, nous avait transporté dans Les Trois Mousquetaires. On a eu un livre, par exemple, sur le portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'entrer dans un autre univers artistique. Et puis quand je suis arrivée au Cherche Midi avec cette collection, j'ai eu envie d'ouvrir encore un petit peu plus les murs, si j'ose dire. Et en fait, l'idée, c'est que je propose aux auteurs de nous faire entrer dans un monde quel qu'il soit. Mais j'ai vraiment envie que quand on entre dans un livre des Passe-Murailles, on ait l'impression déjà d'apprendre des choses, d'être dépaysé et d'entrer dans un monde à part entière. Là, Charlie Roquin, le roi, on va entrer totalement dans ce thème du royalisme avec une famille. C'est un petit monde en soi. Isabelle, on va également entrer dans l'esprit d'une femme qui a une double culture, la culture sénégalaise et la culture française. Donc à chaque fois, vraiment, ça nous sort de notre monde pour aller dans un autre. Et avec cette petite spécificité, c'est que les auteurs peuvent utiliser la forme qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup de liberté dans les passe-murailles. J'ai envie que les lecteurs, quand ils ouvrent un livre des passe-murailles, il y ait une surprise. Donc, il peut y avoir du roman-théâtre, il peut y avoir du roman-poésie, il peut y avoir dans le livre d'Isabelle, il y a des moments où on est dans la tragédie, il y a des moments où on est dans le roman. Donc voilà, il y a une espèce de plasticité de la forme comme ça pour vraiment s'amuser aussi bien du côté de l'auteur que du lecteur et exploiter tout ce qui est possible en littérature. Alors par rapport à ces deux auteurs, comment vous les avez choisis? Je sais qu'Isabelle était déjà dans la collection chez Robert Laffont. Pour Charlie, c'est une nouveauté. Comment vous les avez choisis? Quelles sont les caractéristiques de leurs plumes? Qu'est-ce qui vous a séduit en eux? Alors, d'abord, effectivement, Isabelle, j'ai déjà l'honneur de travailler, j'ai déjà eu l'honneur de publier Isabelle et j'aime l'intelligence de son écriture. Et quand elle m'a donné ce manuscrit-ci, elle ne m'a absolument pas dit quel était le sujet. Donc, je suis entrée dans son histoire totalement ignorante. Et j'ai tout de suite trouvé le sujet très fort. Elle vous l'expliquera mieux que moi ensuite, et j'ai été complètement happée par son écriture euh, et la façon très originale et intelligente qu'elle a eu d'aborder ce sujet-là. Et Charlie, c'est pareil, je trouve que franchement, c'est pas pour leur lancer des fleurs, hein, mais je trouve que les deux textes sont très intelligents. Et Charlie, c'est pareil, quand je suis rentrée dans son histoire, moi, il faut qu'un livre, je fonctionne vraiment. Il y a beaucoup de livres qui sortent, et comme éditrice, moi, il faut juste que je fonctionne au coup de cœur. Si l'histoire m'embarque, si je me rends compte au bout de 20 pages que je sens que je ne travaille pas, que je suis déjà prise complètement par la narration emportée et qu'en fait je prends du plaisir comme tout lecteur, je me pose pas de questions. Et c'est vrai que ces deux textes-là, ça a été des coups de cœur. Et j'étais très contente de commencer au Cherche Midi avec ces deux romans. Alors, on parlera tout à l'heure de la narration parce qu'à mon sens, c'est l'élément qui vous distingue de beaucoup d'autres romans. C'est quelque chose que vous avez tous les deux travaillé. On en parlera forcément tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais que Isabelle et Charlie nous présentent leur parcours d'écrivain, leur intention d'écrivain. Pourquoi écrivent-ils en réalité? Qu'est-ce qui transporte dans cet art qu'est la littérature? Commençons par Isabelle. Ouh là là, c'est difficile comme question. D'autant que moi, en fait, quand j'étais petite, je voulais pas du tout être écrivaine, je voulais être cantatrice.
Mais je me suis aperçue bien des années après, parce que j'ai quand même commencé à écrire tôt. J'ai commencé avec un journal intime à 14 ans et puis un roman à 20 ans, qui a été refusé par tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai écrit quand même quand j'étais gamine un livret d'opéra. Mais c'est seulement récemment que je me suis aperçue qu'en fait, alors que je rattachais ça à mon amour pour la musique, c'était peut-être mon premier acte d'écriture finalement, parce que le livret, c'est vraiment on parlait de narration, c'est de la narration, c'est de la dramaturgie, ce sont des personnages. Euh, j'ai besoin des mots, je pense, pour structurer ce monde qui est un peu fou, comme vous l'avez remarqué, surtout ces derniers temps. J'ai l'impression qu'écrire me permet de donner une cohérence qui est sans doute est un peu artificielle, enfin, dans le sens où c'est une construction. Mais ça m'aide à voir et à avancer, je crois, dans le monde. Après, je pense qu'évidemment, dans l'écriture, il y a aussi toujours une part de musique, on en revient à ça, puisque ce qu'on appelle le style, mais ce qu'on appelle aussi la narration, le rythme des personnages, tout ça, c'est de la musique avec des mots. Avec vos deux livres, c'est difficile de voir le monde de manière beaucoup plus joyeuse, hein. Je n'ai pas dit joyeuse, j'ai dit cohérente. Tout à fait. Encore que le livre de Charlie, il y a beaucoup de passages plus drôles que le Oui. tien. Charlie. C'est difficile comme question. Merci Isabelle de m'avoir laissé quelques minutes de réflexion. En plus, je pense que c'est le pourquoi on écrit, je pense que ça évolue aussi au fil du temps. Moi, aux dernières nouvelles, j'essaye d'écrire des choses que j'aurais plaisir à lire. Et j'aime bien des personnages hauts en couleur, de l'humour, des scènes très, très visuelles, une narration avec, je dirais, assez rythmée, assez cinématographique. Et c'est ces ingrédients-là, et puis aussi investiguer sur un thème. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, c'était le royalisme. C'est ces ingrédients-là que j'ai mis dans Le Roi. Et après, je pense qu'un livre, c'est toujours voilà, une sorte de potion magique. On met des ingrédients et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et on tombe sur des choses, on découvre des choses au fur et à mesure. Typiquement, moi, au fur et à mesure, je me suis attaché à mes personnages plus que je l'aurais imaginé. Et aussi, du coup, dans les avis que je reçois des lecteurs qui vont être émus par telle ou telle chose, qui se sont attachés à tel ou tel personnage. Ça fait forcément plaisir, et il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas forcément prévues initialement, qui ne sont pas dans l'intention et qui apparaissent et qui se développent en cours de route. Alors, commençons déjà par ce fait divers pour Isabelle et peut-être, alors je ne sais pas encore, on va peut-être le savoir tout à l'heure avec Charlie, mais est-ce que vous vous êtes inspiré peut-être de Louis de Bourbon, duc d'Anjou, cet homme franco-espagnol qui existe réellement et vous vous êtes peut-être inspiré, je ne sais pas, on en parlera juste après Isabelle, mais ce fait divers-là, vous avez dû le travailler, vous avez dû le rechercher, vous y étiez tous les deux totalement étrangers, en tout cas pas forcément experts en la matière. Comment vous avez travaillé le sujet? Quelles sources vous avez tout simplement eues à votre connaissance? Ces deux sujets totalement différents, le royalisme d'un côté, l'infanticide de l'autre, avec deux faits divers, Fabienne Cabou d'un côté et donc peut-être Louis de Bourbon de l'autre. Mais j'aimerais connaître votre découverte du sujet et votre appétence justement pour en faire un roman. Je commence d'accord donc oui, en fait, cet infanticide, pour mémoire, hein, c'est en 2013. Une femme, Fabienne Cabou, a laissé son enfant, elle l'a déposé sur la plage de Berck-sur-Mer une nuit à la marée montante et elle est partie quand elle a senti que l'eau, la marée arrivait et recouvrait l'enfant. J'ai découvert ce fait divers comme tout le monde, hein, par les journaux et comme tout le monde, j'ai été complètement
stupéfaite, choquée par les faits, mais loin de moi l'idée au départ d'en faire un roman. D'abord parce que j'étais en train de terminer, je crois, le roman Ivre, le précédent, Au Passe-Muraille, qui était vraiment une parenthèse très très légère dans ma vie, donc rien à voir. Mais c'est vrai que c'est revenu plus tard, et notamment au procès, parce que de nouveau les journaux en ont beaucoup parlé. Et tout à coup, ce que je lisais dans les journaux m'a vraiment intéressée, intriguée, happée même. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne choisit pas ces sujets, que c'est les sujets qui nous choisissent. Donc, peut-être que toute l'écriture d'un roman, en fait, c'est de se demander et de peut-être un petit peu trouver pourquoi tel ou tel sujet nous parle. En l'occurrence, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie d'écrire sur la maternité, les ambivalences de la maternité, les clichés sur la maternité, parce que une mère est forcément aimante, une mère est forcément tout amour pour son enfant. Or, c'est pas tout à fait vrai, sans aller évidemment jusqu'à l'infanticide, mais la maternité, c'est quelque chose de très complexe. Et comme tout rapport entre êtres humains, je pense qu'on est traversé par des sentiments contradictoires, et pas toujours bienveillant, parfois sans doute à son corps défendant aussi. Et tous les parents vous diront ça d'ailleurs, hein, pas que les mères, mais on pense bien faire, on se trompe, on fait des erreurs. Bon, voilà. Donc j'avais envie de réfléchir à tous ces sujets, et c'est vrai que c'est venu toucher quelque chose qui m'intéressait. Mais évidemment, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est que finalement, on finit par trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Charlie sur l'intention. On peut avoir des intentions, mais ensuite, on trouve autre chose. Et moi, en l'occurrence, tout à coup, ce qui m'a frappée, c'est la double culture de cette femme, le fait qu'elle était sénégalaise et le fait que finalement, au Sénégal, on est complètement au quotidien entouré de croyances, de superstitions, de sorcellerie, de maraboutage, etc. Je ne veux pas être trop longue, hein, mais donc je me suis documentée avec tous les articles de journaux. Je n'ai pas du tout voulu rencontrer les vraies personnes à l'origine de ce fait divers, parce que je voulais préserver ma liberté de romancier. Et surtout, j'ai découvert plein de romans sénégalais. Je ne connaissais pas particulièrement, même pas du tout, hein, cette littérature. Et j'ai été frappée de voir qu'aucun livre, que dans tous les livres, tous abordaient ces questions de marabout, de sorcellerie, etc. Et donc, je voyais bien qu'il y avait quelque chose comme ça qui était indispensable à traiter, et surtout qui était intéressant aussi par rapport à notre droit, à nos conceptions, à notre conception du droit, comment ça venait percuter des croyances qui ne sont pas forcément les croyances occidentales aujourd'hui. Et Charlie. Et pour ma part, alors je vais répondre à votre question sur comment est-ce que je me suis documenté, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Isabelle. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que quand on écrit un livre, en fait, on se rend compte au fur et à mesure de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème. On le découvre un peu au fur et à mesure. Souvent, ça touche à des choses assez inconscientes, je pense. Et tu vois, toi, Isabelle, tu parlais de la maternité. Et moi, c'est assez drôle parce que j'ai eu un peu au milieu du livre, en fait, je me suis aperçu que il y avait sans doute quelque chose autour de la figure du père. Alors, je ne vais pas du tout vous parler de moi et faire dans le pathos ou dans la psychanalyse, mais au milieu du livre, je me suis dit, mais c'est évident, en fait, il y a toute une réflexion sur le père, le roi qui est le père du peuple, la figure du père de Louis dans le roman, qui est un personnage qui est important pour moi. Et c'est au milieu du roman que je me suis dit, mais en fait, ça a peut-être un rapport avec j'ai peut-être quelque chose à dire sur mon père. Donc, j'ai dédicacé le livre à mon père, et ça m'a étonné parce que j'y avais absolument pas pensé, si vous voulez, pendant toute la première partie de l'écriture. Je referme cette petite parenthèse, et très concrètement, moi, je me suis documenté d'une part en faisant un peu de l'investigation de terrain, si je peux dire, en me rapprochant des milieux royalistes, alors en particulier les légitimistes, et encore plus particulièrement l'Alliance royale, qui est un tout petit parti politique
légitimistes. Et je le dis un petit peu en riant, c'est pas drôle, mais c'est juste, voilà, ils sont assez attachants parce ils sont vraiment très peu nombreux, ils sont très âgés, ils n'ont aucune chance, selon moi, d'arriver à quoi que ce soit, mais ils y croient à fond. Et moi, c'est vraiment cette foi et cette, je dirais, combativité envers et contre tout qui m'a touché et qui m'a donné aussi envie d'écrire cette histoire. Donc me rapprocher de ce petit parti politique. Et puis, par ailleurs, évidemment, beaucoup de lectures pour avoir des propos sur l'histoire de France et les rois de France, sachant que je ne partais pas d'un grand niveau de culture en histoire de France. Il a fallu que je rattrape un peu. Donc voilà, pas mal de lectures et puis des petites vidéos YouTube qui vous résument la vie de tel ou tel roi en 50 minutes. C'est assez pratique. Alors, je rebondis sur ça, Charlie, puisque vous me devancez sur les légitimistes. De ce que je comprends, c'est très difficile de s'intéresser au royalisme parce qu'il y a plusieurs mouvances. Pour le coup, il y en a à peu près 3, de ce que j'ai compris, dont les légitimistes. Mais c'est très éparpillé. Leurs discours sont totalement différents, ou en tout cas, ils se rejoignent sur quelques thématiques. Mais en l'espèce, vous vous êtes intéressé à eux, à ces légitimistes-là qui sont donc en effet très âgés et qui n'ont aucune chance d'arriver. Mais de l'autre côté, il y en a beaucoup d'autres qui ont beaucoup de poids sur les réseaux. En tout cas, on les voit défiler régulièrement. Mais comment on se déclare royaliste en 2022? Quel est le prisme par lequel ces royalistes espèrent en tout cas revenir au pouvoir? En fait, ouais, il y a vraiment 2 types de royalistes, légitimistes et orléanistes. Les légitimistes sont pour les descendants Bourbon, donc le Louis de Bourbon franco-espagnol dont vous parliez tout à l'heure. Et les orléanistes sont pour Jean d'Orléans, le comte de Paris, qui descend de Louis-Philippe. Il y a vraiment une différence radicale entre les 2 familles de royalistes, c'est que, on va dire, pour simplifier, que les légitimistes sont pour eux, le roi est un roi de droit divin, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pour une monarchie absolue, mais pour eux, il y a quand même forcément une notion de sacré dans la personne royale, et donc ils sont clairement pour une monarchie, je dirais, catholique, qui n'empêcherait pas évidemment la bonne cohabitation des différentes religions en France. Mais il y a vraiment cette notion, ils sont très cathos, pour dire les choses simplement. Ce qui n'est pas forcément, voire pas du tout le cas des orléanistes. Alors, il y en a qui le sont, mais au sein des orléanistes, vous avez d'une part l'Action française, qui est l'héritière de Maurras. Maurras qui, avec une petite conversion un peu floue sur sa fin de vie, mais était athée. Et donc l'Action française, pour moi, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la population que celle dont je parle dans mon roman. C'est vraiment, je dirais, extrême droite avec les clichés qu'on a en tête, un peu crâne rasé, voilà. Et ils sont pas spécialement cathos en fait. Et par ailleurs, il y a aussi des orléanistes, je dirais, plus modérés. Ça, c'est également alors une famille de royalistes que j'ai découverte. En fait, c'est la nouvelle alliance royaliste qui a été fondée par Bertrand Renouvin, qui s'est présenté, qui s'est présenté au présidentiel en 1974, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et qui est le seul candidat royaliste à avoir obtenu les 500 signatures. Et ceux-là, je dirais, sont très modérés. On en trouve en fait pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes typiquement qui ne vont pas se dire royalistes, mais qui vont intervenir dans des colloques royalistes. Voilà. Je pense par exemple à Emmanuel Todd. Je ne m'y attendais pas spécialement, mais il fréquente ces milieux, il intervient régulièrement dans des conférences de la Nouvelle Alliance royaliste. Et j'ai oublié votre question. Moi aussi, mais je vais rebondir sur Bertrand Renouvin, puisque c'était aussi une de mes questions qui avait obtenu 0,17% des voix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a soutenu au présidentiel d'après Jean-Pierre Chevènement en 2002, et Nicolas Dupont-Aignan en 2012. Donc du coup, on voit aussi parfois certaines, pas forcément connivence, mais en tout cas soutien dans ces hommes politiques-là. Le royalisme est en effet ancré à travers ces mouvements-là, mais il y a aussi peut-être d'autres liens
qui ont plus de chances, en tout cas, de venir au pouvoir? Alors, on a généralement l'idée que les royalistes sont de droite, voire très, très à droite. Moi, justement, j'étais étonné de découvrir que les royalistes dont je vous parlais, de la Nouvelle Alliance royaliste, en fait, ils votent plutôt à gauche. Ce sont des gens qui ont plutôt voté, qui votaient Mitterrand, qui ont voté Hollande. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Mais alors, je dirais, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, le royalisme légitimiste, il est d'une part, il est soumis dans une contestation de l'ordre en place. Il est contre une cinquième république jugée très autoritaire, très verticale, très centralisée. Et donc, en fait, leur discours est un discours, je dirais, voilà, ils voudraient un pouvoir plus doux, ils voudraient un régime plus démocratique. Et donc, en fait, si vous voulez, typiquement, il y a une connivence, il y a une intersection entre les mouvements type Gilets jaunes qui veulent un pouvoir plus décentralisé et qui contestent la verticalité du pouvoir de la Ve République, et les royalistes. Donc, ils ne sont pas du tout dans un discours en fait c'est l'anarchie en France, il faut un monarque absolu de type Louis XIV pour remettre de l'ordre. Au contraire, en fait, ils sont dans un discours nos élites sont complètement déconnectées de la société, on voudrait un roi qui serait le garant de processus plus démocratiques et qui exercerait un pouvoir plus doux. Et je le précise parce que pour moi, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête et qui m'a plutôt surpris quand j'ai commencé à investiguer, typiquement de voir pas mal de gilets jaunes dans les réunions royalistes. C'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas spécialement. Ma question était comment on devient royaliste en 2022, mais vous y avez Il y en a beaucoup de partie ça. répondu. Aujourd'hui, Ouais. il y a beaucoup de ça, de contestation du pouvoir en place. Alors Isabelle, on va revenir sur votre narration, notamment parce elle m'a saisi, puisque si la quatrième de couverture ne précise pas qu'il y a un infanticide, peut-être ne le savons-nous pas, au moins jusqu'à une certaine partie du livre. Pour le coup, c'est quelque chose que vous vouliez dès le départ cacher à votre lecteur, ou pas du tout. Comment c'est formulé cette narration? Comment vous avez semé des petits indices en réalité. Je pense qu'à une deuxième lecture, on voit tout de suite où vous avez semé les indices, mais à la première lecture, on tombe de notre chaise quasiment aux trois quarts du livre, où on se demande jusqu'où cette femme a pu aller. C'est une question qu'évidemment je me suis posée et c'est pour ça que j'avais envoyé à Emmanuel le manuscrit sans lui dire de quoi ça parlait, parce que je voulais savoir si ça fonctionnait en étant vierge de tout, mais en me doutant que sur la quatrième de couverture, sans doute on allait en parler, parce que c'est une façon de présenter les choses, de dire c'est inspiré d'un fait divers qui en plus a quand même beaucoup marqué les esprits. Je pense que dès le début, dès l'introduction, dès le prologue, on sait que quelque chose s'est passé, mais on ne sait pas trop quoi. Au fond, est-ce que c'est vraiment l'enjeu? J'espère qu'on peut apprécier entre guillemets ce livre dans les deux cas, c'est-à-dire en sachant de quoi ça parle et en ne sachant pas de quoi ça parle. Évidemment, on n'a pas la même lecture, comme vous le dites, à la deuxième lecture qu'à la première, puisque une fois qu'on sait ce qui s'est passé, on se rend compte de toutes les petites failles, de tout ce qui n'allait pas. Mais je n'ai pas fait un roman en suspense, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enjeu de savoir ce qu'il va se passer. L'enjeu, c'est plutôt de savoir comment on va arriver à cet acte, comment on va arriver à cet acte. Mais donc, c'est en ça que si on sait dès le début ce qui s'est passé, c'est pas très important. En revanche, je pense que quoi qu'il arrive, ce qui surprend, alors je ne veux pas non plus trop dévoiler, mais ce qui surprend, c'est tous les mensonges dont on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire. Vous nous menez un petit peu en bateau, et tant mieux parce que c'est extrêmement bien fait. Mais
mais pour le coup, on sent qu'il y a un drame même dès l'épigraphe, puisque Oui, vous citez oui, cet article de Télérama, qui est très oui. intéressant aussi, mais on sent que ça va partir très loin, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Oui, mais si vous voulez, quand on pense à infanticide, on pense forcément à Médée. Et Médée, c'est quand même la tragédie par excellence, où dès le départ, on sait ce qui s'est passé, on sait ce que va accomplir Médée. Et d'ailleurs, dans une des versions, je ne sais plus si c'est celle de Sénèque ou d'Euripide, elle-même dit, voilà ce qui va se passer. Euh, encore une fois, ce n'est pas tellement l'enjeu de savoir ou de pas savoir qu'un infanticide va être commis. Euh, et c'est peut-être même plus fort en sachant ce qui va se passer, de savoir mais comment elle va y arriver, cette femme qui apparemment aime son enfant, qui l'a allaité jusqu'à ses 15 mois, le moment où elle l'a emmené sur cette plage de Berck. Comment on peut en arriver là? Et je pense que c'est aussi là que peut s'opérer cette identification et en même temps cette mise à distance, hein, parce qu'on a évidemment enfin, c'est le propre de ces faits divers, ça fascine parce qu'on sent que c'est à la fois proche de nous et à la fois on ne veut surtout pas que ce soit proche de nous. C'est un miroir et en même temps un contre-miroir. Mais Justement, à une oui, pardon, oui, allez-y. justement, la tragédie est tellement présente dans l'inconscient à propos de ce thème-là, de l'infanticide de Médée, que peut-être malgré moi aussi, dans ce roman, il y a une forme, une structure qui est très proche de la tragédie, y compris avec l'insertion de chœurs qui vient scander un petit peu l'action et qui permet de donner du recul et peut-être du relief à ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Le cœur des fées marraines. Comment? Oui, les Le faits cœur des marraines. fées marraines. Ouais, Les les faits fées marraines. marraines. Dans votre écriture, dès le début, il n'y a aucun tabou sur le fait, sur cette dualité d'une mère. Et ça, c'est extrêmement poignant puisque il n'y a aucun tabou, vous ne vous filtrez aucunement dans votre écriture. Et ça, c'est plutôt rare sur ce sujet-là. Euh, Quel est le ressenti de certaines mères par rapport à ce vocabulaire, à ce champ lexical que vous utilisez? Est-ce que certaines ont été choquées, d'autres au contraire se sont senties, se sont reconnues dans cette dualité-là? Comment vous, sur le retour des lectrices Alors, notamment? il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas encore énormément de retours, mais globalement, les mères me disent plutôt qu'elles sont que ça les renvoie à beaucoup de choses, y compris qu'elles avaient pu oublier au moment de l'accouchement et les jours, les mois qui suivent, c'est-à-dire plein d'émotions contradictoires et très complexes que justement on n'a pas forcément envie de crier sur les toits parce que ça ne correspond pas forcément à l'image de la maternité que la société aime à promouvoir. Mais donc, non, c'est plutôt, enfin, les retours que j'ai, c'est plutôt ah, merci de mettre ces mots-là, même si évidemment ça fait, ça fait toujours un peu mal, quoi. Et même si évidemment toutes ne commettent pas cet acte qui est quand même très, très extrême et très rare. Mais je trouve globalement de toute façon que la parole des femmes depuis quelques années, et des mères en particulier, est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui parlent de la difficulté de l'accouchement, des jours qui suivent, qui parlent du temps, de l'investissement que ça prend d'être mère. Et il y a beaucoup de livres en ce moment, je ne sais pas si vous avez un peu suivi ça, sur le regret maternel. C'est-à-dire des femmes qui disent j'adore mes enfants, mais je regrette d'avoir été mère parce que ma carrière, par exemple, n'a pas pu être aussi intense et remplie que si je n'en avais pas eu, ou parce que ça m'a empêché de faire plein de choses, ou tout simplement parce que on n'est plus tout à fait libre quand on fait un enfant. Et ce type de parole qui est encore peut-être marginal, mais est en train de se libérer. Et je pense aussi que
la difficulté d'être mère ou de se sentir mère est peut-être proportionnelle à l'idée qu'on se faisait de la maternité auparavant. C'est-à-dire, plus elle a été, avant d'avoir des enfants, idéalisée et positivée, et plus la chute est dure parce que, bah oui, un enfant, ça pleure, ça fait du bruit, ça tombe malade, il y a plein d'imprévus qui vient se mêler et c'est pas que des risettes et des sourires toute la journée. On fera intervenir tout à l'heure Emmanuel aussi sur l'apport que vous avez eu par rapport à ces textes et sur la narration, si elle a changé peut-être au cours des versions, juste après que Charlie ait parlé de sa narration avec ce narrateur qui n'est jamais défini, qui n'est jamais nommé, qui est un petit peu un spectre pour le coup. Est-ce vous, je ne pense pas, en tout cas je vous imagine davantage avec John plutôt qu'avec ce narrateur, mais on en parlera peut-être après de John, ce fameux John, personnage très haut en couleur. Mais là, votre narrateur, il est perdu dans ce monde-là, il est plutôt esseulé, il a du mal sentimentalement également, alors il accepte cette proposition et vous allez peut-être nous dire cet incipit qui est plutôt surprenant puisque tout démarre d'un SMS impromptu, un SMS de John le narrateur ne connaît pas. Mais pourquoi avoir choisi ce déclic du début au final, puisque tout démarre là et tout démarre ensuite avec cette proposition acceptée par Louis XXII. Oui, alors pour moi et pour la narration, c'était important d'avoir un personnage principal neutre qui n'est pas royaliste, qui va donc découvrir tout ça avec des yeux un peu d'extraterrestre, comme va le faire le lecteur, et surtout pas un personnage qui soit voilà, royaliste de base, tout reposer sur cette découverte en fait du milieu royaliste et surtout de cette famille de Bourbon. Et puis, c'est assez pratique d'avoir un narrateur, je dirais, assez neutre, parce que moi, ça me permettait de donner d'autant plus de place et de couleur aux personnages qui l'entourent, et en particulier donc, à ce John. Donc John qui est une sorte un peu d'homme à tout faire, de garde du corps, de rabatteur des Bourbons, qui est qui est un peu fou. Du sale boulot. Qui fait le sale boulot. Je me suis beaucoup amusé en décrivant ce personnage. Il est voilà, il est vraiment passionné. Et la première scène, voilà, le contraste est total. On est embarqué. Je voulais une première scène qui soit punchy et un contraste total entre mon personnage principal qui arrive un peu sceptique, méfiant, et ce John qui, dès le début, explose un peu par ses propos, sa personnalité, la proposition qu'il lui fait de rejoindre leur équipe et donc de se mettre au service, de travailler au service de la famille de Bourbon. Et donc voilà, un personnage principal neutre, un rabatteur à la personnalité vraiment haute en couleur, ça me permettait de commencer par quelque chose d'assez punchy pour tout de suite lancer l'histoire et la narration. On n'a pas encore dit que ce narrateur serait donc la plume de Louis XXII qui se présente à l'élection présidentielle. Quand même tout à fait. important. Voilà. Emmanuel, justement, par rapport à votre regard d'éditrice, de directrice de collection, les deux textes que vous avez sont, quand vous les avez sûrement reçus, vous avez eu forcément un coup de cœur, certes, mais votre regard d'éditrice par rapport aux premières versions, aux secondes, peu importe, mais est-ce que la forme a été retravaillée? Est-ce que vous avez ajouté aussi votre patte ou au contraire, vous avez laissé cours à l'imagination et aux documentations des deux écrivains? Moi, l'idée, c'est que je n'impose jamais de corriger, je propose et les auteurs disposent. L'idée, c'est que souvent, il y a des idées qui me paraissent très bonnes, qui sont en germe et que je vais aider à mettre en valeur.
Par exemple, dans le cas d'Isabelle Stib, j'ai tout de suite été séduite par sa construction et je lui ai conseillé de la renforcer. Je m'explique, c'est que si Isabelle est d'accord pour que j'en dise un tout petit peu plus, c'est que le roman est en 3 parties. Au départ, on est vraiment dans la tête de cette femme, Vivienne Cassoca. Donc, on a accès à tous ses sentiments, à toutes ses émotions, avec son mari, sa petite fille, etc. Dans la deuxième partie, le lecteur va être complètement mis sur le côté de la route, entre guillemets, il sort de sa tête. Et donc, on va la voir accomplir ses gestes, mais on ne sait plus ce qu'elle pense. Et en fait, c'est extrêmement frustrant pour le lecteur et en même temps, ça le rend impuissant. Et j'ai aimé voilà, ce sentiment que ça donnait au lecteur. Là, d'un coup, on la voit faire, on ne sait plus on ne sait plus ce qui la traverse. Et dans la troisième partie, on a accès, on a accès au procès, à des moments du procès, mais tels que Isabelle les a réécrits. Et là, le lecteur se retrouve en position de juré et il doit essayer de répondre à cette question. Est-ce que cette femme est folle ou bien est-ce que réellement on lui a jeté un sort ou bien est-ce qu'elle est cynique? Est-ce qu'elle a été est-ce que c'est une femme qui est bonne et qui n'a rien pu faire? Donc voilà, je l'ai aidé je crois, à renforcer un petit peu cette construction qui sans arrêt demande au lecteur de participer. Donc c'était vraiment ça, c'est tirer des fils qui étaient déjà là en fait. Et Charlie, ça n'a pas été du tout le même travail. Charlie, je vais plutôt te demander de couper. Je pense que c'est souvent très dur pour un auteur parce qu'évidemment, c'est un tel travail d'écrire un livre que moi, il peut m'arriver, je suis une éditrice plutôt sévère parfois. C'est vrai que je peux barrer des paragraphes entiers, des pages entières. Ça peut être hyper brutal et je peux tout à fait comprendre qu'un auteur me déteste et qu'il m'envoie bouler. Mais là, Charlie a été, comme Isabelle d'ailleurs, c'est très agréable de travailler comme ça. On a été en dialogue constant et il n'y a jamais eu, personne ne s'est braqué. Et donc, il y a eu plutôt des coupes, mais pareil, pour mettre en valeur ce que je trouvais le plus intéressant, le plus drôle, et garder le rythme dont Charlie parlait tout à l'heure, qui est extrêmement important dans un roman. Donc, c'est plus, voilà, En fait, quand on écrit un roman, on construit une maison tout seul. Il faut avoir l'œil partout. Et on ne peut pas tout le temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le travail d'éditeur, il arrive et il dit, ah là, tu pourrais renforcer telle chose, là, tu pourrais aérer un peu, là. C'est plus des petites retouches ici ou là, en fait. Parce que s'il y a trop de travail, autant ne pas accepter le manuscrit, parce que sinon, c'est difficile. On n'est pas sûr d'y arriver, en fait. Merci. J'avais une question pour tous les deux, parce qu'en réalité, vous écrivez 2 romans qui peuvent frapper, qui peuvent heurter. Est-ce que vos 2 personnages principaux, entre guillemets, ont lu vos livres? Est-ce que Fabienne a lu le livre? Est-ce que son entourage a lu le livre? Et pareil, du côté de Charlie, on n'en a pas parlé peut-être encore des inspirations, ou en tout cas même du milieu royaliste. Est-ce que le milieu royaliste a fait des retours? Je suis allé voir un petit peu sur Internet certains commentaires et j'ai été effaré de voir le nombre de commentaires. Je les ai trouvés extrêmement actifs, ça partait un petit peu dans tous les sens, hein, soyons clairs, qui ne parlaient pas du tout du livre la plupart du temps, mais on les sent à cran sur certains sujets, et le fait qu'un écrivain puisse écrire sur eux, c'est plutôt rare. Je ne crois pas avoir connu d'autres romans, en tout cas des romans sur ce thème-là. Est-ce que vous avez craint à un moment donné, Charlie notamment, peut-être un petit peu plus Charlie qu'Isabelle, quoique, mais est-ce que vous craignez quand vous écrivez sur des sujets aussi peut-être tendus, aussi tabous? Quelles sont les limites que vous vous fixez? Tu veux que je commence, Isabelle? Vas-y. Non, moi, pas de crainte. Alors, en ce qui me concerne, j'étais assez curieux de la réception, effectivement, qu'aurait le livre. Ce que je vois pour l'instant, c'est que les légitimistes pur jus, certains n'aiment pas la famille de Bourbon que j'ai inventée, hein, parce que voilà, je réponds aussi du coup à la question que vous posiez tout à l'heure. Donc moi, j'ai créé ma propre famille de Bourbon. Donc c'est de la fiction totale. Après, elle est peut-être inspirée de la manière dont je me représentais. D'une part, la famille donc, du Louis de Bourbon existant franco-espagnol, qui est donc l'aîné de la maison de Bourbon.
Et d'autre part, la famille, là aussi, que j'imagine, hein, parce que je ne la connais pas, de Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, qui est l'aîné de la maison de Bourbon en France. Et donc, moi, ma famille, sans trop dévoiler l'histoire, il y a des sujets, je veux dire, comme dans toutes les familles aujourd'hui, il y a des sujets d'infidélité, un enfant homosexuel, voilà, ce genre de choses. Ça pose globalement pas de problème, mais dans la frange la plus, je dirais, traditionnaliste des légitimistes, on m'a reproché de dévoyer un peu le principe royal, mais je dirais rien de méchant rien de méchant d'agressif. Après, je regarde pas trop les forums royalistes parce que c'est vrai qu'on Ne regardez pas, ne regardez pas. Ne regardez pas. on trouve de tout. Mais sinon, non, pour l'instant, et je n'ai pas trop de retour. Je crois que Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme l'a lu, mais j'ai pas de retour. Alors, Isabelle. Oui, quant à moi, je ne sais pas si Fabien Cabou l'a lu. Le fait de parler quand même de s'inspirer de personnages réels et surtout sur une histoire aussi tragique, forcément on se pose des questions pendant l'écriture. Et notamment, pardon hein, Isabelle, mais notamment par rapport au maraboutage qui est extrêmement présent dans le livre. Oui, Vous n'avez jamais eu cette crainte-là de... d'être marabouté? Ouais, si on y pense, on a beau être Parce que c'est cartésien, etc. Oui, c'est des choses auxquelles on pense en effet. Parce que ce que vous écrivez, j'ai eu ce sentiment-là, c'était assez incroyable. On a vraiment l'impression que nous aussi, en lisant ce livre, on est quasiment coupable et qu'on a une possibilité d'être marabouté parce que vous le décrivez extrêmement bien. Vous faites cette différence entre les Occidentaux et les Africains, justement, où il y a ce rapport-là à la sorcellerie qui est totalement hypocrite en Europe, où on est très superstitieux et en même temps, on ne croit pas forcément à la sorcellerie. Il y a ce rapport-là aussi qui est important. Oui, c'est que, en fait, ce que je dis à un moment, c'est que on n'est pas si éloigné de ça. Parce que déjà jusqu'à une époque quand même assez récente, nous aussi, on y croyait aux sorcières et il y a encore des croyances sur, je sais pas moi, les barreurs de feu, les sourciers. Il y a ces choses-là qui sont encore empruntées. C'est aussi pour ça que j'ai fait un chœur des fées marraines. Parce que je voulais montrer à quel point toute notre enfance, en fait, mais donc nos racines, sont constituées de l'intervention de fées, de mauvais sorts, de fées carabosse, etc. Alors, quand on est adulte, on se dit, bah oui, tout ça, c'est des choses qui n'existent pas, mais combien il a fallu de siècles quand même pour arriver à des conceptions plus cartésiennes, enfin qui sont aujourd'hui les nôtres. Mais voilà, au Moyen Âge ou même plus tard, on a encore brûlé des gens comme sorciers, etc. Et en effet, il y a une espèce d'hypocrisie aujourd'hui parce que on reste superstitieux, parce que on lit les horoscopes, alors avec voilà, plus ou moins de croyances, mais je mets au défi quiconque, à partir du moment où on lui a dit que passer sous une échelle, ça portait malheur, de passer quand même sous l'échelle. Donc, il y a une espèce, c'est les psychologues qui appellent ça l'implémentation. Vous savez, quand quelqu'un vous met quelque chose dans la tête, c'est de la manipulation hein, finalement, mais c'est très dur une fois qu'on vous met quelque chose dans la tête comme ça de s'en débarrasser. C'est très dur d'avoir la force d'être complètement étanche à ça. Est-ce que vous avez, à travers ce livre-là, Isabelle, est-ce que vous avez compris davantage, est-ce que vous êtes davantage entré dans la tête de certaines mères qui ont cette dualité entre corriger un enfant, si je puis dire, et en même temps l'aimer fortement? Il y a ce côté-là où, en tout cas, où on entend souvent certaines mères crier contre leur enfant et 2 secondes après déclamer leur amour pour lui. Est-ce que vous êtes, avec ce livre-là, entré davantage encore dans la tête de certaines mères? Est-ce que ça vous a permis d'avoir encore plus d'informations ou plus de clés pour les comprendre?
Je crois pas que je puisse dire ça parce que l'infanticide, c'est un crime. On a beau écrire dessus, il y aura beau avoir 50 000 versions de BD, ça reste incompréhensible. Il y a quelque chose qui achoppe comme ça. La raison fait qu'on ne peut pas comprendre. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'elle est folle dans le sens, c'est pas un cas psychiatrique, mais il y a en effet quelque chose de la folie de laisser son enfant comme ça tout seul une nuit dans le froid, dans le vent glacé à la marée montante. On parlait de la documentation. Je suis allée à Berck et donc j'ai un peu refait tout le chemin qu'a fait cette femme. Et donc il y a quelque chose de proprement incompréhensible. En revanche, vous parliez tout à l'heure de cet article de Télérama que je mets en épigraphe de mon livre. En fait, c'était une interview de Bob Wilson, le metteur en scène, qui disait que quand il était étudiant, il avait rencontré un étudiant en psychiatrie et qui lui avait raconté cette expérience en fait où on mettait des femmes et leurs bébés devant une caméra et quand le bébé se mettait à crier, à pleurer, on filmait et puis ensuite on décomposait mais vraiment seconde par seconde ce qui se passait et que dans la majorité des cas, ce qu'on voyait, c'était donc l'enfant qui criait, la mère au début qui avait une réaction mais très énervée, de colère, enfin très, très hostile, et qui finalement se calmait, allait chercher son bébé pour l'apaiser. Et puis l'enfant, lui, quand sa mère était hostile comme ça, était très effrayé. Et évidemment, quand on montrait ça ensuite aux mères, elles étaient mais stupéfaites parce qu'elles ne s'étaient absolument pas rendues compte de ces réactions. Et moi, mais comme vous, je pense combien de fois on a entendu telle mère dire ah, mais je l'aurais jeté par la fenêtre, mon enfant, mais évidemment, je l'adore. Hein. Et ce qui m'intéresse justement, c'est ce mais évidemment, je l'adore on entend souvent dans la bouche des femmes, des mères, et pas dans la bouche des hommes. Et donc, pourquoi est-ce que ça ne correspond pas justement à un besoin de se justifier parce qu'une mère est censée être d'amour et donc c'est impossible qu'elle ait ses envies de jeter son enfant par la fenêtre, même si évidemment elle ne va pas aller jusque-là. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'appelais les ambivalences de la maternité et surtout ces informulés, ces tabous qui m'intéressaient de creuser. De là à dire que je comprends mieux cette femme en l'espèce ou les mères en général, je ne sais pas, mais il me semblait que c'était intéressant en tout cas d'essayer d'explorer en effet sans tabou ce type de sujet. Oui, puisque tout à l'heure, Charlie disait qu'il s'était, je ne me rappelle plus des mots exacts, rapproché, en tout cas, il s'était attaché au personnage, pas forcément au personnage réel, mais au personnage fictif, j'imagine, pas forcément du côté royaliste, mais en tout cas, il s'était attaché au personnage. Est-ce que donc tous les deux, en écrivant, l'empathie envers vos personnages, envers les personnes peut-être réelles dont vous vous êtes inspirés, est-ce qu'elle a grimpé au fil de votre écriture? Alors oui, moi dans mon cas, alors c'est évidemment mon sujet est évidemment très différent de celui d'Isabelle. Oui, moi je suis au fur et à mesure, vraiment j'ai glissé vers une totale empathie vis-à-vis de mes personnages et surtout vis-à-vis donc du personnage de Louis. Et puis je dirais moi en cours d'écriture, si vous voulez, au début quand j'ai eu l'idée de cette histoire, j'étais assez distant en fait du sujet et la famille que je pensais créer, je pensais rester oui, assez distant, jouer pas mal sur l'absurde, sur le côté extravagant des personnages et de leur combat. Et au final, en écrivant, j'ai un peu embrassé leur cause, qui n'est pas forcément une cause. Là, je ne parle pas d'une cause politique, je parle de leur cause en tant que famille, que groupe, qui a un objectif. Et d'ailleurs, en fait, la partie politique, je l'évacue un peu. On sait assez peu au final ce qu'ils proposent réellement d'un point de vue politique dans le cas où ils accéderaient au pouvoir. En revanche, on a envie qu'ils y arrivent
Et moi, au fil de l'histoire, j'avais envie qu'ils y arrivent et je pense que ça se ressent, parce que c'est également le retour qu'on me fait pas mal. On a envie qu'ils y arrivent et que les lecteurs se retrouvent assez étonnés parce qu'ils ne pensent pas, en commençant un livre qui vous projette dans la famille de Bourbon, se soucier de leur accession au trône de France. Et pourtant c'est comme ça que j'ai construit l'histoire. Et également, oui, avec de l'attachement, encore une fois, surtout au personnage de Louis. Et vous, Isabelle? Oui. Mais moi aussi, malgré le sujet, c'est ça un petit peu la beauté de la littérature. Oui, et puis c'est le paradoxe aussi, c'est-à-dire que quand vous parlez d'un fait, vous vous inspirez d'un fait réel, vous avez forcément des réactions négatives au départ quand c'est une histoire comme ça, et puis peu à peu, c'est vrai quand même, vous comprenez mieux des choses, vous entrez dans la vie des personnages qui en plus sont les vôtres quand même. Au début, pour l'écriture, si vous voulez, j'avais besoin de mettre à distance. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rencontrer la vraie Fabienne Cabou, parce que je voulais rester libre. Et donc, je me suis retrouvée un petit peu comme, je pense, un peu comme un policier qui enquête, où forcément, il faut un peu se blinder et donc s'attacher aux faits, à ce qui s'est passé, à une chronologie, etc. Moi, ça m'a aidé de suivre cette chronologie, etc., pour mettre à distance. Mais après, intérieurement, il se passe des choses sur le personnage parce que, en plus, je suis d'un naturel déjà très, très empathique. Et donc, pour écrire, c'est un peu, je pense, comme un comédien qui a besoin de se mettre dans la peau des personnages et donc de penser comme lui, de réfléchir comme lui. Je suis tombée, par exemple, complètement amoureuse du Sénégal, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, parce que tout à coup, la beauté de ce pays m'a frappée. J'ai aussi évolué par rapport au personnage du compagnon de cette femme, mais un petit peu, je pense, comme la presse et comme les jurés lors du vrai procès, où au début, cet homme est apparu comme mais comment est-ce qu'il a pu ne pas se rendre compte de tout ce qui s'était passé, etc., des mensonges de sa compagne. Et en fait, au fur et à mesure du procès, et moi, donc, de l'écriture du livre, je découvre en fait un homme qui a aimé cet enfant, mais qui sans doute, peut-être en ex-68 art, était tellement respectueux de la liberté de sa compagne qu'il a décidé de faire confiance et de ne pas pousser plus loin des investigations sur certains faits qui étaient un petit peu étranges. Enfant qu'il n'a pas reconnu. Donc c'est aussi... Oui, qu'il n'a pas reconnu, mais ce qu'il explique, c'est qu'il n'a pas reconnu parce que cet enfant qui était déjà métis, s'il finalement allait vivre au Sénégal, et lui avait vécu en Afrique, donc il connaissait un petit peu les mentalités, les difficultés. Il savait qu'avec un nom français et non pas sénégalais, cet enfant aurait sans doute plus de mal s'il voulait trouver du travail, par exemple, au Sénégal. Donc, c'est pas qu'il ne l'a pas reconnu parce qu'il voulait mettre l'enfant à distance. C'est plus complexe que ça. Je suis très surpris que vous ne soyez pas allé au Sénégal parce qu'on sent vraiment les odeurs, on sent les parfums de ce pays-là à travers vos mots. C'est assez surprenant, en tout cas, vous le rendez extrêmement bien. J'y serais sans doute allée si cette pandémie n'avait pas été là et avait rendu plus compliqué les voyages. Je ne perds pas espoir d'y aller pour de vrai ensuite. Sandra? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle et Charlie et Emmanuel. J'ai une question pour Isabelle. Alors moi, j'ai lu en partie presque tout votre roman. Et en fait, j'ai pas trouvé, alors je ne sais pas si j'ai bien lu ou pas, hein, je n'ai pas trouvé en fait la chaleur, l'amour d'une mère en fait pour son enfant au fur et à mesure. J'ai trouvé qu'au contraire, c'était une mère assez distante. Et en fait, je me suis demandé si ça n'était pas pour vous un moyen aussi de
de mettre à distance, comme vous le disiez tout à l'heure, et de protéger votre lecteur et vous-même du choc en fait émotionnel lié à un amour antérieur pour l'enfant et l'infanticide ensuite, voilà, ce choc créé par cette scission très forte. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait le lire? Est-ce qu'il y a vraiment eu un amour? Il n'y a pas de façon. Oui, il n'y a pas. Je pense que ce que vous avez ressenti, je pense que ce que vous avez ressenti est très juste, dans le sens où, en apparence, cette femme a tous les gestes de l'amour, c'est-à-dire qu'elle caresse son enfant, elle pratique des massages, elle l'allaite, elle le nourrit, elle l'habille bien, elle prend soin de lui. Et donc, justement, si on s'arrête à ces signes-là, on se dit, bah, cette femme aime son enfant. Et en réalité, je pense que cette distance que vous avez remarquée était en effet là dans son psychisme et que quelque chose du lien maternel n'a pas fonctionné dès le départ pour différentes raisons. Et donc, ça ne m'étonne pas, et c'est même plutôt bon signe, je trouve, que vous ayez noté cette distance malgré un amour apparent. Et c'est sans doute parce que il y avait cette impossibilité à incarner sa maternité qu'elle a pu accomplir ce geste. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que psychiquement, il y a une mise à distance, même si dans les faits, dans les gestes du quotidien, il y avait quelque chose qui s'apparentait à une relation mère-fille tout à fait normale. Oui, mais c'est vrai que finalement, on ressent très très bien quand même cette distance. Dès le départ, même à l'accouchement, en fait, c'est assez froid ce qu'elle dit finalement, enfin, de cet accouchement. Quand le Elle bébé brouille est les sur pistes. elle, elle a Isabelle, une... ouais. Pardon. Pardon, je trouve qu'Isabelle brouille les pistes en fait. Elle a Oui. certaines phrases des fois extrêmement douces, cette Vivienne, sur son enfant. Et donc du coup, je trouve qu'elle mêle vraiment les deux pour un petit peu nous mener en bateau et pour essayer de dédoubler au final cette personnalité. Mais je pense que c'est pas que une façon de habilement semer des petits cailloux. Je pense que ça correspond à une réalité psychique de cette mère qui était traversée par des pensées complètement contradictoires. Comme le sont souvent les mères d'une façon générale quand elles accouchent, parce que c'est un tel tsunami, mais encore plus de la part de quelqu'un qui a des failles très très importantes et qui finalement vont faire qu'elle va commettre cet acte. Il y a quelque chose, il y a un élément particulier dans ce roman aussi, Isabelle, c'est cet agenda. L'agenda de Vivienne où elle note justement quelques phrases très courtes, dont une phrase au moment de laisser cet enfant qui est terrible, la fameuse vague, avec l'heure précise, qui est assez poignante. Cet agenda-là, j'ai eu l'impression que vous l'aviez en main, en réalité, tellement c'est plutôt extrêmement crédible. Et comme le roman de Charlie aussi, on parlera tout à l'heure de la crédibilité, en tout cas la possibilité qu'un tel candidat puisse obtenir des parrainages et potentiellement se présenter une fois de plus à la présidence. Mais on a eu l'impression, moi j'ai eu l'impression en tout cas, et j'attendais de vous rencontrer ce soir pour vous poser cette question, à laquelle j'ai déjà la réponse puisque vous n'avez pas de contact avec la véritable protagoniste, mais on a eu l'impression que cet agenda-là, vous l'aviez en main. Est-ce qu'il y a eu des éléments véridiques, en tout cas, qui ont eu... Cet agenda, elle l'a vraiment tenu. Et les quelques phrases que j'en ai extraites ont été prises dans la presse qui s'en est fait l'écho. Oui, c'est vrai que j'aime bien quand je parle d'un fait qui a vraiment existé. C'était le cas avec mon premier roman qui était inspiré d'un contexte véridique pendant l'occupation à la Comédie Française. J'aime bien mêler le vrai et le faux, quoi. C'est-à-dire que
il y a des phrases qui ont été réellement écrites ou réellement prononcées. C'est la même chose dans la troisième partie, le procès. Mais ensuite, je pense que c'est ça la force du roman et aussi ce qui est intéressant pour un romancier ou une romancière, c'est de laisser libre cours à l'imagination. Et le Sénégal de mon personnage n'est sans doute pas le personnage de la vraie Fabienne Cabou. J'ai d'ailleurs hésité à un moment à la laisser sénégalaise ou à aller la conduire vers des pays qui peut-être m'étaient plus familiers. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la découverte, justement. C'est cette part d'inconnu et qui fait aussi que finalement, il y a un certain universalisme et on n'a pas parlé de cette question de l'appropriation culturelle dont parfois on parle, parce que comment une blanche peut écrire sur une noire, enfin moi c'est des questions qui me sont totalement étrangères, incompréhensibles pour le coup. Alors Charlie, justement par rapport à cette possibilité de votre scénario, puisque votre scénario il est extrêmement crédible, complexe, mais pour le coup, comment vous avez réussi? Vous avez réussi de toute manière avec humour, avec dérision, ça ne plaira pas forcément aux concernés, mais en tout cas, vous l'avez extrêmement bien fait. Mais comment vous voyez les choses en réalité pour l'avenir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que véritablement, il y a un terreau, en tout cas, royaliste, qui peut se dérouler comme vous l'avez écrit? Déjà, je pense que quand on écrit, si en tant qu'auteur on croit à quelque chose, on peut embarquer le lecteur sur tout et n'importe quoi. quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir un scénario très crédible si en tant qu'auteur on n'y croit pas et que voilà. À l'inverse, comme j'y ai cru en l'écrivant, je pense qu'on se met à y croire. Après, est-ce qu'objectivement ce scénario est possible? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a un mal-être dans la vie politique française, une grande insatisfaction de la Ve République telle qu'elle fonctionne. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur le fait que beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a trop d'animosité, de mauvaise foi dans cette guerre permanente des partis, de tous les partis contre tous les partis, et qui, je pense, serait prêt, s'il y avait un homme providentiel fédérateur, quelqu'un qui aurait un message autre, un message d'amour, à adhérer à ce projet. Maintenant, ça reste très, très théorique, très utopiste ou utopique sans doute. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même à une époque où les choses peuvent basculer rapidement du fait, encore une fois, de cette, je pense, insatisfaction assez grande dans la société sur pas mal de sujets, du fait de l'importance des réseaux sociaux qui fait que les opinions peuvent basculer assez rapidement et peut y avoir des mouvements de foule, d'opinion. Moi, j'étais étonné, puisqu'on va de la réception du livre. En fait, beaucoup de gens, moi je pensais, si vous voulez, que la plupart des gens étaient choqués par la simple idée d'être royaliste, enfin, que le royalisme était un mot presque choquant. Et en fait, pas du tout. Je veux dire, tous les retours que j'ai, tout le monde semble vraiment intéressé, curieux de cette option politique. Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, un très grand écart entre la toute petite partie de la population qui se dit royaliste, où là, effectivement, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, et la partie de la population, je pense, beaucoup plus importante, qui, si les circonstances étaient là, s'il y avait un prétendant au trône sympathique et charismatique, avec un projet de restauration de monarchie constitutionnelle, hein, bien sûr, qui pourrait dire, après tout, pourquoi pas. Donc voilà, mais ça reste du domaine du théorique. Très concrètement, Louis de Bourbon, franco-espagnol, pour moi, n'a pas de réel projet, de volonté de se mêler de politique. Donc, il dit être à la disposition
du peuple français, mais en réalité, voilà, je pense qu'il n'a pas vraiment d'ambition politique en France. Et puis sa femme n'est pas du tout, le pousse pas du tout dans la politique. Donc il fait des apparitions, si vous voulez, aux cérémonies de commémoration, mais ça s'arrête là. Et notamment pour le général Franco. Ah ouais, et en plus, ouais, c'est ça. Alors ça passerait, oui, ça, et puis rien que ça passerait quand même, je pense, assez mal en France. C'est qu'effectivement, sa famille, parce que les Bourbons, Louis de Bourbon, déjà, donc ses cousins des Bourbons d'Espagne, qui sont eux-mêmes, qui ont des liens de famille avec Franco. Donc rien que ça, effectivement, je l'avais presque oublié, vous voyez, mais c'est un vrai sujet. Et rien que pour ça, je pense qu'en France, il ne pourrait pas passer un certain seuil de sympathie. Et puis, après, il y a Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, aîné des Bourbons en France, qui, lui, a des velléités politiques. Mais très sincèrement, bon, il est soutenu par l'Alliance royale et comme je vous l'ai dit, avec toute la sympathie que j'ai pour eux, c'est quand même pas un parti qui m'a l'air vraiment parti, si je peux dire, pour se lancer à la conquête du pouvoir. Et puis en plus, ce que je vois, alors pas lui, pas Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, mais je vois pas mal quand même de royalistes légitimistes qui, ces temps-ci, se rallient un peu à Zemmour. Et ça, ça pour moi, c'est vraiment c'est la pire chose qu'ils puissent faire, puisque toute la force du royalisme, l'idée du royalisme, c'est que le roi est au-dessus des partis. C'est que le roi, ça doit être l'arbitre, ça doit être la personne qui incarne, qui rassemble les Français au-dessus des guerres de partis. Donc, quand vous avez, encore une fois, un Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme ne l'a pas fait, mais il y a quand même une connivence. Si vous avez, si vous voulez, des royalistes et pire encore, des prétendants au trône qui commencent à déclarer leur sympathie pour tel ou tel candidat, ça, c'est mal barré. Sandra? Oui, ma question, je la pose à tous les deux, mais elle part en fait d'un constat du roman d'Isabelle, parce que je ne vous ai pas encore lu, Charlie. Mais vous insistez à plusieurs reprises sur la grisaille en fait environnante, aussi bien à la plage de Berck qu'à Paris. Je me demandais en fait si vous croyez l'un et l'autre à une forme un peu de déterminisme en fait lié à l'environnement, lié à l'univers. Ça peut être à l'environnement familial, comme pour Vivienne aussi à son environnement voilà, géographique, spatial. Est-ce qu'il y a une forme de déterminisme auquel vous croyez, vous aussi, et que vous avez pu constater par vos recherches, à travers vos recherches pour vos deux romans? C'est intéressant comme question. Je pense qu'il y a forcément une part de déterminisme. Après, là, si vous voulez souligner la grisaille de Paris, déjà c'est une chose, c'était plus pour contraster avec le Sénégal très coloré. Et donc, forcément, pour une exilée, puisque c'est quand même le cas, forcément, ça fait un choc, quoi. Enfin, je pense que toutes les personnes qui viennent de pays chauds, qui sont habituées à avoir un ciel bleu, à avoir le soleil, à avoir des couleurs, etc., quand elles arrivent à Paris, ça fait un choc. Et maintenant, je vous dis ça, je suis parisienne, j'adore Paris et je n'ai pas vraiment envie de vivre ailleurs. Et Paris n'est pas toujours gris, quoi. De la même façon pour Berck, c'est fou parce que quand j'y suis allée donc, pour la première fois, c'était en novembre, à l'époque où cet infanticide a été commis, enfin pas la même année, hein, mais la même période de l'année. Et le premier jour, mais c'était épouvantable. Il faisait en effet un temps, mais un vent à décorner les bœufs. Il faisait gris, il faisait froid. Enfin, c'était pas du tout riant. Et allié à la consonance de Berck, puisque dans le fait réel, hein, dans le fait divers réel, je sais même plus, Fabienne Cabou a choisi, a-t-elle dit, cette ville pour sa consonance désagréable. Donc là, il y avait quelque chose qui était tout à fait en phase, quoi. Mais le lendemain, puisque je suis restée 2-3 jours, le lendemain, c'était
complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faisait un temps magnifique, il y avait un soleil sublime, on voyait au loin les chars, comment on appelle ça, les petits voiliers, là, les chars à voile. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, il faudrait venir en famille, c'est vraiment absolument, absolument charmant. J'ai pris un café sur la plage. Bon. Donc, pour en revenir à votre question, je pense qu'il y a forcément un déterminisme. Après, moi, je suis de nature plutôt volontariste, justement. Et je pense que le déterminisme, il faut aussi essayer de s'en défaire un petit peu et que c'est notre part de liberté, notre part d'action, quoi. Parce que sinon... Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire sur cette terre si on reste englué dans ces déterminismes. Mais ça rejoint d'ailleurs la question des experts psychiatriques qui se sont beaucoup demandé si cette femme s'il y avait une altération du discernement ou s'il y avait abolition du discernement. Et tous ont eu beaucoup de mal à trancher et ont finalement déclaré que c'était sur le fil, mais qu'il y avait altération et non pas abolition du discernement. Et pourquoi est-ce qu'il y avait altération? C'est parce que cette femme était quand même consciente qu'il se passait des choses très très bizarres dans sa vie et qu'elle en avait suffisamment conscience pour... Elle aurait pu demander de l'aide, elle aurait pu appeler au secours. Et c'est là-dessus qu'ils ont décidé qu'il n'y avait pas abolition du discernement. Et en fait, la différence, évidemment, c'est que d'un point de vue juridique, quand il y a abolition du discernement, vous êtes déclaré irresponsable. Elle tente de faire appel à son mari. En tout cas, elle essaye une fois, elle voit que ça ne marche pas et après, elle abandonne. Elle abandonne l'idée. Oui, en tout cas, parce c'est ce que qu'elle en dit fait, au procès. dès 2 ans avant d'avoir son enfant, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans sa vie. Donc, la chaîne IFI qui se mettait à s'allumer toute seule, des bruits bizarres, des araignées qui apparaissaient, ses pieds en escalope panés, le matin, une difficulté à se réveiller avec l'impression que sa tête était en plomb, etc. Donc, il y avait plein de choses. Et oui, elle en avait parlé à son mari. Mais lui-même... avait un frère qui avait de gros problèmes psychiatriques. Et donc, finalement, l'un dans l'autre, ils se disaient aussi, bon, bah, par rapport, c'est moins grave, quoi. Et donc, en effet, il a sans doute mésestimé ces accès qu'elle avait, ces hallucinations, etc. Mais de toute Charlie? façon, même Oui. si elle avait fait appel à un psy, etc., bon, encore une fois, moi, pour avoir parlé à des Sénégalais qui, évidemment, avaient suivi cette affaire en 2013, ceux à qui j'ai pu parler, malgré leurs études, malgré des conceptions très cartésiennes, etc., m'ont dit mais non, mais elle a été maraboutée. On n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une femme extrêmement intelligente. Elle prépare une thèse sur Machiavel, en tout cas, on pense. Pour le coup, c'est aussi ça, cette dichotomie avec, vous le faites à un moment donné, vers la fin du livre, cette dichotomie entre l'intelligence d'un être humain et son acte potentiel qui peut être terrible. Moi, je ne fais pas spécialement la différence parce que je ne crois pas que l'intelligence puisse protéger du crime ou de la folie. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup souligné, le fait qu'elle avait un QI de, je ne sais plus, 135, qu'elle faisait une thèse. Ouais, 135, elle faisait une thèse. Bon, c'était pas sur Machiavel, c'était sur Wittgenstein, mais c'est tout aussi intéressant. Le fait qu'elle s'exprimait extrêmement bien dans un français très châtié, etc. Mais et c'est quelque chose dans la tête des jurés qui peut potentiellement, dans la tête des jurés, qui peut forcément... Ça lui a plutôt desservi. Ça lui a plutôt desservi, mais comme ça comment ça...
en fait, je pense qu'il y a eu aussi un problème, c'est que, d'ailleurs, il y a une journaliste du Monde qui l'a reconnue, c'est qu'au départ, elle a été présentée de façon trop romantique, cette femme. Sans doute, justement, parce que les journalistes, en ayant affaire à une femme très belle, très intelligente, etc., ont vu quelque chose de Médée. Et donc, avec tout le côté romanesque, entre guillemets, hein, qui va avec. Et en fait, tout le monde est tombé de haut au procès. Là, je parle vraiment du vrai procès, hein, parce qu'ils sont tombés sur une femme assez cassante et qui a prononcé des phrases incroyables, comme une que j'ai retranscrite telle qu'elle, comme j'aurais pu congeler mon bébé, c'était plus à la mode. Donc, bon, le lire dans un roman, c'est déjà c'est assez glaçant en soi, mais assister au procès où vous êtes vraiment dans le concret sordide, quoi, ouais, ça fait froid dans le dos. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, je pense que lors du premier jugement, les jurés ont été beaucoup plus sévères qu'en appel, où là, du coup, bon, les avocats aussi ont fait en sorte de trouver d'autres angles d'attaque pour que cette femme paraisse moins cassante, moins dure que ce qu'elle avait pu laisser penser lors du premier procès. Avant de passer la parole à Charlie pour la réponse à Sandra, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Mettez-vous sur votre plus beau profil. C'est bon, parfait. Merci. Charlie, c'est à vous. Oui, sur le déterminisme, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport au roi, mais en revanche, la grisaille parisienne, il y a effectivement vraiment ce thème. Le protagoniste, le narrateur, habite à Paris, il est fatigué de la grisaille parisienne, d'un petit appartement qu'il loue sous les toits. Et cette famille de Bourbon donc, qu'il va aller rencontrer habite dans une belle propriété donc dans l'Allier, à Bourbon-l'Archambault. Et donc voilà, pour lui, aller dans cette famille, ça va également être une échappée, en fait, un moyen de s'échapper de Paris. Et il va y avoir, si vous voulez, une opposition entre la grisaille parisienne, la belle propriété de campagne des Bourbons, mais plus généralement entre le bruit médiatique assourdissant des plateaux télé, des journaux, des chaînes d'information en continu, et quelque chose de plus calme, de plus doux qu'on va avoir chez les Bourbons, et qui va être vraiment incarné par la figure donc, du père de Louis, qui est un homme, c'est un peu un homme des bois en fait. Mon personnage de Louis, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps tout seul dans la nature, qui se fait passer pour un chasseur parce que dans sa famille, il est de bon ton de chasser, mais lui est incapable de faire du mal à une bête. Donc il se balade seul dans la forêt en faisant croire qu'il chasse, et en fait il chasse pas du tout. Et voilà, j'ai vraiment voulu créer cette opposition entre Paris et la campagne, le bruit médiatique et le calme de la nature. Et par rapport à cette grisaille, la grisaille, elle se trouve aussi un petit peu dans la tête du narrateur. Il se considère comme relativiste. Il dit à un moment donné, j'aurais aimé être un homme de conviction. Il ne l'est pas, et en totale contradiction justement avec les royalistes qui, eux, en ont beaucoup des convictions. Oui, effectivement, comme on disait au début, le narrateur, lui, est quelqu'un d'assez neutre, assez indécis, qui voit le monde, qui voit beaucoup de choses, d'opinions contraires, qui n'a pas un avis tranché, arrêté sur la plupart des choses, des informations qu'il voit défiler au quotidien. Et donc, c'est un personnage, je dirais, candidat à s'embarquer dans une aventure humaine et politique. Voilà, c'est sûr que s'il arrivait avec des convictions politiques extrêmement fortes et diamétralement opposées au royalisme, ça aurait été plus compliqué. Alors que là, il arrive encore une fois avec un regard extérieur, et il va se laisser séduire par le projet.
Sandra? Eh oui, j'ai devancé. Ouais. Oui, Isabelle, je voulais vous poser une question par rapport au titre Spell on You qui est inspiré donc de la chanson. Je crois que c'est I Put a Spell on You, c'est ça? C'est très à la mode en ce moment parce qu'il y a un parfum. Et plus pour un parfum que peut-être vous avez vu. Pourvu que ça serve le roman. Ouais. Oui, pourquoi pas. C'est une très belle chanson en même temps. Un très bel air aussi. Alors déjà, j'ai bien aimé la distinction d'interprétation. Je suis allée justement écouter les deux parce qu'effectivement, il y a quand même deux versions extrêmement différentes. Mais ma question, elle est assez simple. C'est est-ce que le titre, il était déjà décidé bien avant et vous y avez intégré ensuite la chanson, vous avez intégré ensuite la chanson dans votre roman, ou cette chanson était déjà dans votre récit plutôt, ou roman, je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs dans ce cas-là, et vous finalement vous avez extrait de cette chanson, enfin le titre de cette chanson pour en faire le titre de votre roman. Je ne sais pas dans quel sens vous avez fait. C'est la deuxième option, c'est-à-dire que il y a une scène qui est assez centrale où l'héroïne voilà, a des hallucinations. Donc, je vous avais dit qu'il y avait la chaîne IFI qui se mettait à s'allumer. Et à un moment, ça s'allume sur cette chanson. Alors, en effet, il y a plusieurs versions de I Put a Spell on You. Moi, celle que je connaissais il y a longtemps, c'était celle de Nina Simone, qu'on trouve comme par hasard dans la pub pour du parfum, parce que c'est une vraie déclaration d'amour, en fait. Je t'ai un sort dans le sens amoureux. Or, j'ai découvert la version de Screaming Jay Hopkins qui est complètement différente. Et, la sienne, vraiment, elle fait froid dans le dos. Et quand vous parliez tout à l'heure, Anthony, de est-ce que vous n'avez pas peur d'être marabouté, etc. C'est vrai que quand on voit cette version, on a, on a un petit peu les chocottes. Alors ça, pour le coup, c'est personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé, qu'elle entendait cette chanson-là en particulier et dans cette interprétation-là. Et donc, le moment du titre qui est toujours un moment compliqué. Je n'avais pas du tout ce titre en tête au début de l'écriture. Moi, ça vient plutôt après. Oui, ça a paru de façon assez évidente, même si c'est un titre anglais. Mais je pense que la référence est suffisamment connue, puisque c'est quand même un standard de code du jazz d'ailleurs, pour qu'on comprenne, en tout cas, tout de suite, ça rings the bell, ce titre-là. Isabelle, je dois te dire une chose, depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu peur parce que je vois qu'il y a une chaîne IFI derrière toi. Ouais. Peut-être qu'elle va s'allumer. Tout à l'heure, j'ai un peur qu'elle s'allume. Sait-on jamais. Est-ce que Isabelle, d'ailleurs, vous avez choisi un extrait en rapport avec cette chaîne IFI ou pas? Alors non, j'ai hésité et je voulais pas trop non plus dévoiler de scènes fatidiques pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre. Donc c'est plutôt un passage qui se passe au lendemain de l'accouchement et où donc l'héroïne a des réminiscences du Sénégal et quelques touches de réflexion sur la maternité. C'est le moment là? C'est le moment. Et après, ce sera à Charlie. Celui qui devient parent pense forcément au sien. Tout à coup, sans crier gare, déboule son enfance en Afrique comme des cailloux sur une pente abrupte. Ressurgit la poésie des paysages, antique baobab au tronc trapu et aux bras convulsés, tamarinier majestueux, caïl cédra défiant les cieux. Cette terre aride, épuisée par le soleil, respirant enfin aux premières pluies, tandis qu'explosent, spectaculaires, les fleurs pourpres des flamboyants. Par bouffées remonte l'odeur épaisse de la poussière, le parfum capiteux des encens, les effluves des marchés multicolores où s'offrent, murs à souhait, oranges tigrées, sapotilles et corosols, le grondement de l'Atlantique, les cris joyeux des enfants, leur rire, bouche ruisselante de jus de pastèque, les ancêtres au pas tranquille et la messe du dimanche, ou les homélies du Père Ndiaye, dans un style aussi imagé que pittoresque, donnent confiance en l'avenir. Éblouissant désordre, après-midi torride, où l'on se désaltère avec du bissap en escomptant la brise nocturne.
Le papillotement des images, ou tout simplement la nostalgie, lui donne le tournis. L'enfance est toujours un royaume, mais quel royaume, quelle chaleur, dans Paris la grise, où chacun se calfeutre. Ces interrogations ne semblent pas troubler la petite. Elle s'est réveillée vers 7 heures du matin, affamée, et Vivienne, brisée par sa nuit d'effort, éprouvée déjà par la dette de sommeil, lui donne le sein. Au cours de ce premier jour, elle découvre que les mères sont des vigies, sentinelles de la nouvelle vie qu'elles ont enfantée. Le repos leur est désormais interdit. Merci. Alors, Charlie, c'est à vous, dans un tout autre domaine. Dans un tout autre domaine, effectivement. Et donc, moi, c'est un passage où donc mon Louis de Bourbon participe à cette émission politique qu'on a souvent avant le premier tour, où il y a tous les candidats, vous savez, derrière leur pupitre, avec un temps de parole très précis et qui rivalisent pour démontrer qu'ils sont les meilleurs. Et lui, par son attitude, dénote. Et donc, son silence lui évitait de s'empêtrer dans des contradictions, dans des promesses impossibles à tenir et des listes de chiffres, de dates, d'acronymes que ses rivaux déroulaient crânement, fiers de montrer qu'ils maîtrisaient leur sujet. De toute façon, les Français ne se fiaient plus au discours. Ils voulaient du nouveau, vraiment, et des 12 candidats, Louis était de loin le plus original. Le seul dont on ne pouvait soupçonner, une fois élu, qu'il serait obsédé par sa réélection. Le seul qui instaurerait un régime radicalement différent, forgé dans un mélange de raison politique, de revanche historique, de foi catholique et de cette féerie propre aux rois, aux reines, aux princes et aux princesses. Par ailleurs, son allure contrastait avantageusement avec celle des autres candidats, sa carrure et sa chevelure de guerrier avec leur silhouette osseuse, leur coiffure impeccable de chef d'entreprise. Ses gestes lourds, hésitants, s'opposaient à leur agitation. Ses sourires francs à leur rictus. Il avait le teint rosé par le soleil, le plein air et le bon vin, la bonne viande de ses repas que même au plus fort de la campagne, il avait continué à prendre au calme en famille. On sentait qu'entre les meetings et les déplacements, il avait tenu à préserver ses habitudes. Tandis que ses concurrents s'étaient laissés griser par les publics en liesse et les forêts de micros, lui avait joui d'une véritable forêt, d'escapades solitaires à l'ombre de ses hêtres, de ses peupliers, de ses chênes-lièges à la frondaison haute et à l'écorce dure, qui étaient nés bien avant lui, mourraient longtemps après. Pendant qu'ils avaient serré des mains, échafaudé de savants calculs, fait les 100 pas dans quelque antichambre, lui en avait fait 1000 au hasard des sentiers, ne s'arrêtant qu'à la vue d'un lac turquoise, d'un faon égaré. Enfin, pendant qu'eux avaient conjecturé, estimé, quantifié, planifié et rétro-planifié, Louis souvent s'était contenté de prier. Merci, Charlie. Alors, non loin de moi l'idée comment dire, de ne pas parler de ces deux romans-là, mais j'aimerais connaître également vos sujets, ce sur quoi vous écrivez actuellement. Est-ce que vous avez d'autres projets encore? On va laisser vivre évidemment ces livres qui sont extrêmement bons, mais notamment par rapport à Charlie qui a déjà écrit sur le monde de l'entreprise dans un premier roman. Là, les royalistes, est-ce qu'il y a déjà un autre sujet qui se profile? Et Isabelle, est-ce que vous allez aussi vous emparer d'un autre sujet, d'un autre fait divers? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez particulièrement traiter en littérature? Alors non, mais de toute façon, à chaque fois qu'un sujet s'impose à moi, à chaque fois je me dis oh, non, 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 je vais pas traiter ça parce que ça va être terrible. Et puis il y a quelque chose qui fait que boum, j'y vais. Non, ce qui est drôle, c'est que ce à quoi je pense là, mais j'ai pas encore commencé à écrire, c'est un sujet qui se passe juste avant la veille de la Révolution française. Ça, c'est pour le contexte. Donc, quand les rois étaient encore régnaient encore en France. Mais donc, une histoire d'amour, domination, enfin, voilà, quelque chose comme ça.
Donc, ce n'est pas les passe-murailles ce soir, c'est le pont-levis, puisqu'il y a des liens entre les livres. Voilà. Justement, Donc, c'est parfait. C'est parfait. Et Charlie? Alors moi, après donc m'être immergé dans la communauté des royalistes, j'aimerais avoir un roman sur un autre type de communauté, cette fois non pas politique, mais artistique. Donc là, je suis en train de terminer toute une phase de recherche et d'investigation sur. Je ne vais pas vous dévoiler le nom de l'artiste, mais c'est un artiste qui a ses émules, qui forme presque une sorte de secte. Et donc, j'investigue dessus. Donc, on sera dans un domaine plutôt artistique que politique. Qui est vivant? Non, qui n'est pas vivant. Isabelle est encore plus curieuse que les lecteurs. C'est très bon signe. J'avais peut-être une dernière question par rapport à vos influences. Donc là, pour le coup, Charlie parle de l'artistique. Donc, j'imagine que l'art a peut-être une influence aussi sur votre écriture, mais vos influences culturelles. On n'a pas parlé de cinéma ce soir, mais j'ai eu l'impression en lisant vos deux livres, en tout cas, je m'imaginais très facilement les scènes. Je voyais déjà quasiment des acteurs et des actrices jouer, et je voyais très bien cette plage de Berck également. Mais pour le coup, quelles sont vos influences littéraires ou autres, mais quels sont les auteurs, les œuvres qui vous ont fasciné, qui vous ont peut-être mis le pied à l'étrier pour vous lancer en littérature? Alors, je commence si tu veux, Isabelle. Alors moi, c'est sûr que je pense que je suis assez influencé par le cinéma. Et quand j'écris, j'écris les scènes un peu comme des scènes de cinéma. J'adore Tarantino et je pense être assez influencé par lui en écrivant. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais moi, c'est un peu ce genre d'ambiance que j'apprécie créer. Mon personnage de John est très influencé par un personnage que j'aime beaucoup, qui est le personnage joué par Brad Pitt dans le film Fight Club, ou dans un domaine différent, c'est également un fanatique attachant, je dirais. Et sinon, en littérature, moi j'ai été enfin, je peux pas dire influencé parce qu'ils sont trop grands, beaucoup trop grands, mais par des auteurs très, je veux dire, des monstres sacrés. Moi, les auteurs qui m'ont vraiment le plus marqué, c'est Proust, Céline. Je suis assez influencé par Houellebecq aussi. Là, depuis quelques années, je redécouvre Zola et je trouve que c'est d'une part un très grand auteur, mais en plus il y a une très bonne école d'écriture parce que c'est qui moi me parlent parce que ce sont également des scènes très, très visuelles. On voit les personnages, on les entend. Voilà, donc Tout à l'heure, quand j'ai dit que John vous ressemblait un petit peu, vous ne m'avez pas contredit. Et alors non, là, non, non. ça se rejoint sur Fight Club avec Brad Pitt. Quel est le lien? Ah non, c'est plutôt. Non, non, moi je ne suis pas du tout un John, mais j'admire, enfin, j'ai de l'admiration pour. Je pense que quand on écrit, on n'est pas. Souvent, je pense que les gens qui écrivent ne sont pas les plus exubérants dans la vraie vie. Sont plus dans une personnalité plutôt peut-être introvertie et sont d'autant plus facilement fascinés par justement ces gens qui sont pleinement dans la vraie vie, qui ont un caractère totalement exubérant. Donc moi, c'est plus du domaine de l'admiration, sans admirer tous les agissements et tous les propos de John, qui est quand même sacrément allumé, mais plus de l'admiration pour ce type de personnalité complètement entière et décomplexée. Voilà. Et Isabelle, quant à vous? Aussi, hein, c'est difficile. Enfin, à la fois, ce serait facile, on pourrait tenir des heures. C'est ça la difficulté. Comme je vous le disais au tout début, moi, j'aime beaucoup l'opéra. Et l'opéra, s'abreuve en général à des grandes pièces de théâtre, à des grands dramaturges, Shakespeare notamment. Enfin, donc, je pense que depuis vraiment gamine, c'est quelque chose qui m'intéresse, des écritures quand même assez narratives et qui vous happent avec aussi une grande importance accordée aux personnages. Je pense que ce qui fait les livres quand même, c'est les personnages, le fait qu'on s'attache ou pas.
après, toute gamine, bon, j'ai adoré Alexandre Dumas pour sa verve, pour justement ses personnages en sens de la narration, etc. Ce qui avait donné un hommage donc, dans le roman Yves, mon précédent roman au Passe-Muraille. Et j'ai été beaucoup baignée de littérature classique et surtout le roman du 19e siècle, qui est vraiment le roman par excellence, donc Balzac notamment. Enfin, bon. Et en littérature contemporaine, je suis moins Houellebecq que plutôt quelqu'un comme Pierre Michon ou Maëlys de Kerangal, que je trouve intéressante parce que elle a à la fois l'art de raconter des histoires tout en donnant une importance très grande au style. Et je trouve qu'elle réussit vraiment à équilibrer les deux. Voilà, ce genre d'écriture m'intéresse. Après, ce que ça m'influence, je ne sais pas trop. Je pense qu'on est toujours influencé par devers soi ou malgré soi. Et sans doute, oui, quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est Albert Cohen, par exemple, pour son écriture très lyrique. Voilà. Mais il y a aussi des phases. Hein, je pense avec l'âge aussi, on change un petit peu les goûts changent un petit peu. J'ai vu que vous aviez été docteur en droit et avocate. On est collègues. Pour le coup, et notamment par rapport au théâtre, puisque vous avez bifurqué aussi un petit peu vers le théâtre, est-ce que c'est votre livre le plus, pas forcément personnel, mais en tout cas celui qui s'imbrique le plus dans votre parcours, celui-ci, puisque j'ai eu l'impression que ce côté théâtral, j'aurais très bien vu la pièce également dans une pièce de théâtre. Est-ce que c'est aussi ça? Est-ce que c'est votre livre le plus intime? Je ne vais pas dire intime parce que ça ne vous concerne pas directement, mais en tout cas celui où vous avez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas celui où vos connaissances ou votre parcours s'inscrit le mieux. Je ne sais pas, parce que c'est pas un premier roman. Le premier roman, on met justement beaucoup d'intime, je pense, beaucoup de soi. C'est les sujets qui nous tiennent peut-être le plus à cœur immédiatement, en tout cas. Et ensuite, l'œuvre, c'est un bien grand mot, mais se construit. Et vous mûrissez aussi, je ne sais pas si c'est enfin, je pense on doit dire ça de chaque dernier livre qu'on écrit, en fait, que peut-être c'est celui qui nous correspond le mieux, mais je vous dirai sans doute la même chose pour le prochain. Disons que forcément, on passe du temps avec un livre. Enfin, en plus, à chaque fois, enfin, comme Charlie, je crois, on a aussi un travail à temps complet, donc l'écriture ne se fait pas à temps complet, même si en phase d'écriture, on y pense tout le temps, on est très, très poreux. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on passe tellement de temps avec un roman. Moi, à chaque fois, c'est à peu près 2 ans, que forcément, ça reflète vos préoccupations du moment. Quand j'écrivais sur la Comédie Française pendant l'occupation, je faisais que lire des livres sur cette période. Je disais c'est ma période et je n'étais pas du tout poreuse à autre chose, quoi. J'étais un petit peu focalisée là-dedans. Donc là, j'étais focalisée sur le Sénégal, sur les questionnements, sur la maternité, ce genre de choses, quoi. Donc oui, à un instant T de sa vie, c'est sans doute un livre, c'est ce qui vous correspond le mieux. Mais après, c'est terrible aussi de se lire des années plus tard, parce que justement, l'écriture a changé aussi. Et on se dit, ça, je ne l'aurais pas écrit comme ci, ça, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Et c'est l'apport d'Emmanuelle de la Comté maintenant qui... qui est assez terrible quand même, hein, parfois. Non, on ne dirait pas comme ça. On dirait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a cette vertu qui est
assez rare quand même chez les éditeurs, c'est de vraiment vous accompagner. On discute beaucoup, c'est vrai, sur l'écriture, et ça, c'est très précieux de parler de toutes ces choses-là, parce qu'en effet, quand on se lance dans l'écriture, à part si c'est une commande, et même quand c'est une commande, on est vraiment tout seul avec son livre. Et moi, en général, je ne montre pas au fur et à mesure. Je montre une fois que c'est fini. Et donc là, c'est vraiment le grand saut dans l'inconnu. On se retrouve comme à la première fois à chaque fois. Et j'ai plein d'amis aussi qui ont publié plusieurs romans, et il y a un moment... les éditeurs refusent. Donc, on a toujours cette peur de est-ce que un éditeur, une éditrice en l'occurrence, va l'accepter, surtout quand on est sur des sujets vraiment très, très, très différents. Emmanuelle a bien fait. Mais elle réagit vite, Emmanuelle, donc ça aussi c'est précieux. On ne reste pas pendant 3 mois et se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle en a pensé. Alors, je ne sais pas si Emmanuel... Mais là où elle est terrible, c'est qu'elle ne lâche pas. Non, j'écoute, j'aime bien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Emmanuel, ou je vois que Benoît aussi est là, Benoît André, qui est le meilleur attaché de presse de France, disons-le, et qui a facilité d'organiser des rencontres. Merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Charlie ou Isabelle ou Emmanuel. Mais... déjà, moi, j'ai envie de dire un grand merci à tous ceux qui écoutent, parce que on a tellement, enfin, on parle beaucoup des auteurs, je trouve qu'on ne parle pas assez des lecteurs, et on a tellement besoin de lecteurs. Et moi, je suis tellement touchée de voir la curiosité de gens qui prennent du temps pour écouter des auteurs, pour découvrir tout ça. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Donc, j'avais vraiment envie de remercier tous les gens qui écoutent, de remercier pour vos questions aussi, parce que c'est hyper fouillé, c'est extrêmement agréable, et je me mets à la place aussi de Charlie et Isabelle. C'est vrai que c'est un tel travail d'écrire un roman, ça prend du temps, effectivement on est seul, etc. Donc voilà, déjà je voulais dire ça. Et puis redire que ce sont 2 très bons romans qui font passer un très bon moment, et qu'on referme. Moi, c'est ça que je cherche quand je publie des livres, qu'on referme en se disant ah, je reviens d'un voyage. Voilà, je suis pas tout à fait pareil qu'avant d'avoir ouvert le livre. Voilà. Et ça forme aussi une superbe collection. Les deux se Merci. répondent aussi, donc bravo. Bravo pour votre travail. Merci à tous. Merci Emmanuel, Isabelle, Charlie, Benoît. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Plaisir. Merci Anthony. Merci au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous. Et lisez ces 2 livres. Salut Camille.